Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment va ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en Ukraine. On va parler du conflit et surtout on va revenir sur la médiation africaine. Tu as vu la vidéo sur les réseaux sociaux où les Russes dansent sur les chars? Oui, j'ai vu ça. Les chars de l'Ukraine. Oui, mais les Russes n'ont aucun respect. Non, ce n'est pas ça, ça fait partie de la... Ils ont bombardé les chars, ont saisi d'autres et ils ont dansé dessus. Ça fait partie d'une campagne de communication. Tu sais aussi, les Ukrainiens ont diffusé des images où, aux alentours de la ville d'Artemiovsk, ils ont dit qu'ils ont repris 7 villages. Et bien aussi, ils ont filmé des camions russes abandonnés avec des munitions et tout ça. Et donc, voilà. Donc, c'est juste une guerre de communication. C'est pour montrer... chaque image vise à s'adresse à la fois à son opinion publique et aussi à la communauté internationale. Pour les Russes, c'est clair, c'est dire que nous restons là sur nos positions et nous résistons justement à la contre-offensive ukrainienne. Et pour les Ukrainiens, et c'est ce qui est important parce que ça rejoint aussi ce que je dis, c'est que les Ukrainiens sont obligés d'avoir, si tu veux... Il faut qu'ils aient, comment dirais-je, une récompense. Enfin, pas une récompense. Il faut qu'ils aient quelque chose à contrepartie. Non, il faudrait qu'ils aient quelque chose à apporter aux Occidentaux lors du prochain sommet qui aura lieu les 11 et 12 juillet prochains de l'OTAN. D'accord? Il faut savoir que l'OTAN soutient Kiev. Et donc, les Occidentaux avaient demandé à l'Ukraine depuis des mois d'organiser cette contre-offensive-là. Et les Ukrainiens... la contre-offensive ukrainienne, oui, c'est ça? Oui. Et les Ukrainiens expliquaient qu'ils ne peuvent pas organiser de contre-offensive parce qu'ils n'ont pas les armes, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes. Il ne faut pas oublier, peut-être au mois de décembre dernier, Volodymyr Zelensky disait qu'il avait besoin d'1 million d'hommes pour pouvoir lancer cette contre-offensive. Donc, en mai dernier, il a fait une tournée de l'Europe. Il était au Royaume-Uni, il était en France, il était en Espagne, il était en Italie. Et donc, il était même aux États-Unis. Et donc, dans tous ces pays-là, il a obtenu, et il est passé par l'Allemagne également, dans tous ces pays, il a obtenu un renfort sur le plan militaire, parce qu'il faut savoir qu'il a obtenu les chars qu'on lui refusait d'abord, on les lui a offerts. Il a des chars Léopard, il a les chars Léopard allemands, il y a quelques chars Abrams qui étaient détenus par quelques pays, notamment les pays d'Europe centrale. Et donc, il a ces chars. Il avait aussi besoin de missiles longue portée. Donc, les Britanniques qui détenaient des missiles Storm Shadow, des missiles longue portée, c'est minimum entre 250 et 300 km de portée. Donc, les Britanniques leur ont donné des Storm Shadow, donc des missiles longue portée, à condition qu'ils ne les envoient pas à l'intérieur du territoire russe, mais plutôt du côté des positions russes, du côté du Donbass. Donc, ils ont envoyé ces missiles longue portée. Volodymyr Zelensky voulait des avions de chasse. On lui a promis des avions de chasse, des avions F-16 américains, parce qu'au début, Joe Biden n'était pas chaud pour que l'on voie ces F-16-là américains remis entre les mains des Ukrainiens. Il a donné son feu vert. Évidemment, on ne sait pas pour maintenant qu'on verra des avions de chasse F-16 ukrainiens dans ce conflit, parce que ça demande un certain nombre de préalables en termes de préparation, formation des pilotes, formation des mécaniciens. Ça demande aussi la réhabilitation d'un certain nombre d'installations de bases militaires ukrainiennes qui avaient été détruites lors de l'offensive de février 2022. Et donc, tout ça va faire que ça va prendre des mois, voire une année au minimum, avant de pouvoir espérer voir des avions de chasse entre les mains de pilotes ukrainiens dans cette affaire. J'ai lu, notamment par le biais d'une dépêche d'une agence russe, qu'un premier pilote ukrainien avait été tué lors de sa première sortie. C'était un pilote de chasse de MiG-29 ukrainien qui avait été envoyé aux États-Unis, où il avait été formé pendant 2 ans au maniement des F-16. Et il est rentré en Ukraine en mars dernier. Malheureusement pour lui, lors de sa première sortie sur le terrain, son avion a été abattu et il n'a pas pu survivre. Donc ça veut dire que c'est extrêmement difficile, c'est compliqué. Et même la formation seule ne suffit pas. Il faut aussi de l'expérience et aussi parfois un peu de chance. Et il faut savoir que
C'est pas parce qu'on vous donne des armes qui viennent un peu partout que ça va aussi vous garantir une victoire. Parce que la victoire pour obtenir une victoire, il faut mettre en place une stratégie. Et la stratégie, elle est d'autant plus difficile à mettre que si vous avez des équipements qui viennent de fabricants différents, d'accord, qui demandent une utilisation différente. Parce que chaque arme répond à une espèce de philosophie de la guerre. Et donc, si tu veux, la philosophie de la guerre chez les Russes ou chez les populations russophones ou les populations d'Europe de l'Est est différente de celle de l'Europe de l'Ouest, qui est beaucoup plus proche de celle des États-Unis. La philosophie de guerre des pays asiatiques, elle est aussi différente. Si vous prenez les pays comme la Chine, c'est différent de l'Iran, c'est différent de l'Arabie Saoudite, c'est différent du Japon ou la Corée du Sud. D'accord ? Donc, même si vous recevez des armes un peu partout, il faut donc pouvoir les mettre dans une stratégie qui soit à la fois opérante et cohérente. Et ça, évidemment, c'est un travail très difficile pour les Ukrainiens. Mais ils sont obligés de lancer cette contre-offensive parce qu'il faut à la fois justifier l'aide qu'ils ont reçue en plus à l'issue de la tournée de Volodymyr Zelensky. Il ne faut pas aussi oublier que les Américains ont annoncé une aide supplémentaire de 2 milliards de dollars. L'Union européenne a annoncé avoir obtenu aussi à peu près 500 millions d'euros supplémentaires pour aider encore l'Ukraine. Donc, si tu veux, lorsque vous demandez, vous dites, bon, moi, pour faire la contre-offensive, voilà ce qu'il me faut, on te donne, et bien là, on te dit, fais la contre-offensive. Donc, il n'a plus de choix que de faire cette contre-offensive-là. Mais en face, les Russes attendent cette contre-offensive-là. Et donc, depuis le mois de décembre, parce qu'ils savaient que durant l'hiver, cette contre-offensive-là ne pouvait pas se faire, il fallait attendre forcément que l'hiver passe. Et à partir de là, puisque nous sommes en juin, on se rapproche de l'été là-bas. Oui, et c'est la période qui sied le plus à pouvoir lancer une contre-offensive. Donc, les Russes savaient que c'est forcément à ce moment que cette contre-offensive-là devra se faire. Et donc, ils se sont préparés longtemps à l'avance. Ils ont miné des terrains, des kilomètres entiers. Ils ont créé des tranchées. Alors, ils ont mis en place tout un système de défense. Et là, on assiste à l'inverse de l'offensive de mars 2022, où c'était les Ukrainiens qui étaient en position défensive et les Russes qui étaient en position offensive. Or là, maintenant, ce sont les Russes qui sont en position défensive. L'objectif pour eux, c'est de tenir au maximum les zones qu'ils contrôlent. Et donc, pour les Ukrainiens, ils savent que les Ukrainiens n'ont d'autre choix que d'attaquer. Et donc, eux, ils se sont préparés en conséquence pour les attendre. Et les Ukrainiens, comme ils savent que sur un front qui tourne aux alentours de entre 700 et 1200 km, ils n'auront pas la capacité de tout faire sauter. Donc, eux, ils n'ont pas l'ambition de faire tomber l'ensemble du front. Ce qu'ils veulent faire, c'est opérer une percée. C'est-à-dire ils analysent le front et ils voient la zone qui est la plus faible en termes de défense. Et c'est là où ils vont concentrer l'essentiel de leurs forces. Et à partir de là, ils vont essayer d'opérer une percée pour essayer de prendre au moins soit un grand village, soit une grande ville qui était contrôlée par les Russes. Et là, ils vont avoir au moins un trophée pour aller le présenter devant l'OTAN pour dire, vous voyez, les armes, le soutien que vous nous avez apporté, il n'est pas vain, il n'est pas inutile parce que voici, si tu veux, le résultat sur le terrain. Mais ça, évidemment, ça va à l'opposé de la tentative justement de la médiation africaine qui a commencé puisque la délégation africaine était à Varsovie hier. Elle a quitté en Pologne, elle a quitté la capitale polonaise pour se rendre à Kiev. Il faut savoir qu'on ne part pas à Kiev en avion. La seule façon actuellement de se rendre à Kiev, c'est d'y aller par train. Et donc, en ce moment, ils ont pris le train pour se rendre à Kiev. Ils devront donc certainement aujourd'hui, en fin de journée, ils vont arriver. Ou certainement, donc, je crois que demain, ils seront reçus par Volodymyr Zelensky. Ou sinon, aujourd'hui, dès leur arrivée. Et ensuite, après la capitale ukrainienne, ils vont repartir en Pologne pour cette fois-ci s'envoler du côté de la Russie. Ils vont atterrir à Saint-Pétersbourg où ils vont d'abord aller à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et dans la foulée, ils vont également préparer le sommet russe-Afrique qui va se tenir à Saint-Pétersbourg, je crois, au courant du mois prochain. Et malheureusement, cette médiation africaine qui avait été annoncée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa semble déjà avoir un peu de plomb dans l'aile. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que au départ, il était prévu qu'il y aurait 7 chefs d'État qui devaient se rendre à la fois en Ukraine et en Russie pour leur faire une proposition de paix.
Et donc, malheureusement, dans cette délégation à laquelle était prévu au départ, outre le président sud-africain Cyril Ramaphosa, on attendait également le président sénégalais Macky Sall, le président zambien Hakainde Hichilema et évidemment le président comorien Azali Assoumani qui assure la présidence de l'Union africaine avec évidemment les présidents congolais Denis Sassou Nguesso, les présidents ougandais Yoweri Museveni et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Malheureusement, il y a 3 qui ont fait défection. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé à la dernière minute qu'il ne pouvait plus être présent, mais il s'est fait représenter par son directeur de cabinet, le général Florent Tsiba. Quant à Yoweri Museveni, il a été déclaré positif au Covid-19 et donc... Encore Oui, et il a envoyé le représenter un de ses anciens premiers ministres. Et pour ce qui concerne l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, on n'a pas donné de raison officielle à sa défection. Il a été remplacé par son premier ministre. Ça, c'est la première chose. Donc, moins il y a de chefs d'État, disons que moins l'influence de cette délégation-là sera forte. Parce qu'il faut comprendre que dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, en réalité, la médiation africaine a très peu de chances d'aboutir pour 2 raisons. Pour une raison majeure. La raison majeure, c'est que l'Afrique n'est pas une puissance. D'accord ? En dehors de la médiation africaine, il y a une autre médiation qui est sur la table, c'est la médiation chinoise. Celle-ci a beaucoup plus de chances peut-être pas d'aboutir, mais disons qu'elle a beaucoup plus de chances de perdurer parce que la Chine est une puissance. Elle est la 2e puissance économique, elle est une puissance militaire puisqu'elle détient l'arme atomique, elle est membre permanent du Conseil de sécurité et dispose d'un droit de veto. Elle a des relations diplomatiques avec la Russie et avec l'Ukraine. Et donc, de ce point de vue-là, elle a une capacité véritablement de se faire écouter parce qu'elle a un poids économique, elle a un poids politique, donc elle a un poids géopolitique. C'est quand même la 2e puissance, le 2e pays le plus peuplé du monde. Donc vraiment de ce point de vue, je veux dire que les Ukrainiens sont plus attentifs à ce que disent les Chinois par rapport à ce que diront les Africains. Ça ne veut pas dire qu'ils vont négliger ce que diront les Africains, non. Ils ont besoin de l'Afrique dans un cadre diplomatique parce qu'il faut savoir que très peu de pays africains ont condamné l'invasion russe en Ukraine, très peu de pays africains appliquent, ou aucun pays africain même, n'applique de sanctions contre la Russie. Et donc tout ça un peu fait que pour l'Ukraine, son message est un peu inaudible dans une partie du monde et l'Afrique n'est pas une partie négligeable parce qu'il faut savoir que d'ici 2050, je l'avais dit, l'Afrique deviendra le continent le plus peuplé de la planète et que de ce fait-là, son poids géopolitique va changer. Et du fait aussi que l'Afrique est un partenaire économique important aussi bien pour les Européens que pour les Russes, même si évidemment le poids n'est pas le même, mais pour les Européens qui sont les alliés de l'Ukraine, les relations, ou si tu veux les relations avec l'Afrique sont extrêmement sont importantes et sont énormes. Et donc de ce point de vue-là, l'Afrique, enfin pour l'Ukraine, il serait évidemment important de retourner un peu, si tu veux, la position des hommes politiques africains pour les amener à adopter, si tu veux, la position de l'Occident qui est plutôt une position pro-ukrainienne. Donc de ce point de vue-là, sur le plan diplomatique, si l'Afrique peut changer d'opinion en condamnant l'invasion en Ukraine au niveau des instances onusiennes, si l'Afrique peut aller, bon, même si ce n'est pas évident, appliquer des sanctions, même des sanctions minimes, ça aussi, évidemment, il y a peu de chances que ça aboutisse, mais au moins d'un point de vue diplomatique, s'il peut avoir une percée diplomatique sur le continent africain, ça c'est quelque chose qu'on ne jetterait pas par les fenêtres parce qu'il y a des pays membres, il y a des pays africains qui sont membres non permanents actuellement du Conseil de sécurité. Par exemple le Gabon. Le Gabon est un pays membre non permanent du Conseil de sécurité. Et donc, Volodymyr Zelensky le sait et donc il va quand même écouter cette délégation africaine. Mais il est clair que dans la situation actuelle, si tu veux, c'est beaucoup plus une écoute polie, mais non pas plutôt une volonté véritable de prendre en compte à l'instant où ils arrivent là, les propositions qu'ils vont faire. Bon, on sait aussi qu'ils vont aborder 3 questions. Il y a la question de l'accord céréalier,
qui doit s'achever cette fin du mois et dont la Russie menace de ne pas prolonger la durée parce qu'elle estime que les Occidentaux font un certain nombre d'entraves, notamment aux navires russes qui sont chargés de livrer ces céréales-là dans un certain nombre de pays. Les entraves au niveau du fait qu'on ferme l'accès à ces navires-là, l'accès au port européen à ces navires-là, soit qu'on refuse on interdit aux entreprises d'assurance européennes d'assurer ces navires-là. Et si ces navires ne sont pas assurés, ils ne pourront pas livrer leur cargaison. Il y a toute une série d'entraves économiques, financières et politiques qui, si tu veux, ralentissent ou qui gênent énormément la livraison, la capacité de la Russie à pouvoir tenir ses engagements céréaliers vis-à-vis de certains de ses clients. Il faut savoir que la Russie est le premier exportateur mondial de céréales. Et donc, il y a cette question-là parce que si il n'y a pas d'accord céréalier, les pays africains qui sont énormément dépendants des céréales, à la fois ukrainiennes et russes, vont se retrouver un peu dans de sérieuses difficultés. Et donc, il y a cette question primordiale qui doit être discutée. La deuxième chose, c'est aussi la question des engrais. Il faut savoir qu'il y a un gazoduc de phosphate qui est à la frontière entre la Russie et l'Ukraine qui a été détruit. Or, le phosphate, c'est un engrais très important parce qu'on s'en sert pour les cultures intensives. Et donc, le fait de priver aussi, de détruire ce gazoduc-là va priver un certain nombre de pays qui ont besoin de ces engrais-là pour leur agriculture nationale. Et ça risque de créer un déséquilibre à la fois sur le plan agricole et pire sur le plan alimentaire. Et puis, la troisième question aussi qui sera discutée, c'est la question également de voir dans quelle mesure on pourrait au moins obtenir une espèce de cessez-le-feu, même temporaire. Et donc, ces trois questions-là vont faire l'objet de discussions entre la délégation africaine et le président Volodymyr Zelensky, puis avec le président russe Vladimir Poutine. Mais encore une fois, il faut savoir que cette médiation africaine, elle a très peu de chances d'aboutir, au point même où, sur le plan intérieur en Afrique du Sud, l'opposition sud-africaine accuse Cyril Ramaphosa en fait de se servir de cette médiation-là pour essayer de mettre une espèce d'écran de fumée pour qu'on détourne l'attention du fait qu'il y a une énorme pression internationale, notamment des pays occidentaux, qui est en train de s'exercer sur les épaules du président sud-africain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en août prochain, l'Afrique du Sud va accueillir un sommet des BRICS, et donc Vladimir Poutine, techniquement, est censé assister à ce sommet-là, et donc les Occidentaux demandent à l'Afrique du Sud, qui est membre de la Cour pénale, dont le pays a ratifié le statut de Rome, donc qui en fait de facto un membre de la Cour pénale internationale, ils demandent à l'Afrique du Sud de procéder à l'arrêt de Vladimir Poutine si celui-ci pose les pieds en Afrique du Sud en raison du mandat d'arrêt international qui avait été émis en son encontre. Et donc, c'est cette pression-là. Et donc, l'opposition sud-africaine estime que Cyril Ramaphosa se sert de cette médiation pour essayer de détourner l'attention du fait qu'ils doivent évidemment respecter la signature sud-africaine sur le statut de Rome qui lui donc intime le fait d'arrêter Vladimir Poutine. Mais ça aussi, on le sait, il y a peu de chances d'aboutir. On n'a pas oublié en 2014, à l'époque, Omar El-Béchir était président soudanais, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international de cette même CPI. Il avait assisté à un sommet de l'Union africaine en Afrique du Sud, il était venu, il était reparti sans aucun risque de se faire arrêter. Donc, il y a la première étape de cette tournée africaine en Europe, oui, dans le cadre de cette médiation sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette tournée va continuer jusqu'en Russie de Vladimir Poutine. Mais il faut bien comprendre, chers auditeurs, que les chances, malheureusement, de voir cette médiation-là aboutir sont extrêmement minces au regard de la situation actuelle, surtout à cause de la contre-offensive en cours en Ukraine. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.